Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Régulation des médias en période électorale, la HAC peut-elle enfin réguler ces médias de façon indépendante et équitable? En période électorale, les médias sont généralement sollicités pour les besoins des campagnes. À cet effet, la haute autorité de la communication, HAC, en collaboration avec d'autres réseaux de régulation des médias, a initié un séminaire de 3 jours qui a pris fin mercredi 15 novembre. Alors, le thème portait sur la régulation des médias en période électorale. Pour les responsables des organes médiatiques, la presse doit faire preuve de professionnalisme. 3 jours durant, les 9 membres de la HAT ont échangé leur expérience avec les représentants du réseau francophone de régulation des médias REFRAM, du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIARC et de la plateforme de l'UEMOA en matière de régulation des médias en période électorale. Quelles mesures d'accompagnement et d'encadrement des médias vont suivre cette rencontre? Quand gagneront les médias maliens en termes de professionnalisme et de responsabilité? Alors pour en débattre, nous serons avec Bandjougou Dangté, il est président de l'URTEL. Bonsoir. Bonsoir. Mbaye Koulibaly est président du syndicat national des reporters du Mali. Bonsoir. Bonsoir. Shahana Takiou est président de l'association des patrons de presse du Mali. Il sera au téléphone. Hamey Sissé également sera au téléphone. Lui, il est membre de la haute autorité de la communication. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. L'année 2018 sera certes une année électorale au Mali. La surveillance des médias, leur accès équitable ainsi que la mise à disposition des Maliens d'une information équilibrée ne sera pas une chose aisée. Alors pour relever ces défis, les membres de la HAC viennent de boucler un atelier. Donc on va suivre cet élément de la rédaction de Tamani. Durant cette période, les instances de régulation de la communication doivent garantir l'égal accès des partis politiques et des candidats aux médias publics et veiller au respect du pluralisme dans les médias privés. Au cours de ces séminaires, la haute autorité de la communication du Mali et les instances de régulation participantes renforceront leurs capacités en partageant leur expérience sur les bonnes pratiques en matière de régulation des médias. Le séminaire contribuera donc à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale entre la haute autorité de la communication et ses autres partenaires. Il contribuera à l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles à travers une régulation indépendante et équitable des médias. Alors, nous sommes en compagnie de Hamey Sissé qui est en partance pour un voyage depuis l'aéroport. Alors, il est de la haute autorité de la communication. Alors, Hamey Sissé, qu'est-ce qui est fait jusque-là en matière de régulation des médias au Mali? Jusque-là, en matière de régulation au Mali, je crois que je suis passé déjà sur le studio de Tamani plus de 2 fois pour en parler. D'autres collègues aussi, notamment Ali Djim, qui est le rapporteur général de la HAC, est passé sur la radio de Tamani pour dire ce qui est fait en matière de régulation. Nous sommes là depuis 2 ans et avant nous, il y a eu des régulateurs, il y a eu le Conseil supérieur de la communication, le Comité national des accès aux médias d'État. Donc quand on est venu, on a apporté notre touche par rapport aux prérogatives que l'ordonnance qui nous crée, la loi qui a ratifié cette ordonnance nous donne. Donc nous avons mis en place en moins d'1 an les cahiers de charges, nous avons préparé les conventions et nous avons essayé de travailler avec les différents groupements professionnels des médias pour voir un peu comment est-ce qu'ils peuvent s'engager à nos côtés pour relever le défi d'une régulation et d'un bon assainissement de l'environnement. Et je crois que jusqu'à présent, c'est sur ça qu'on est. Et par rapport à la régulation aujourd'hui, on est en train de procéder à la mise en conformité des radios qui ne sont pas en situation régulière et nous sommes en train
de passer à des appels à candidature pour régulariser les radios qui ont été fermées parce qu'ils ne sont pas en conformité, ils ne sont pas en phase avec la légalité. Nous sommes en train de procéder à un appel à candidature pour les télévisions privées parce que jusque-là, vous avez en dehors de 2 ou 3 télévisions, les autres ne sont pas légales, donc nous sommes en train de passer un appel à candidature pour que les nouvelles télés puissent être en phase avec la légalité présente. Donc, sur la régulation, fondamentalement, on est en train de faire un travail et aujourd'hui, le grand problème, le grand défi qu'on va affronter, c'est le défi des élections. Et nous avons fait appel à l'ensemble de nos collègues de la sous-région IMOA, du REFRAM d'une manière générale et des réseaux des instances de régulation africaines pour venir nous aider à renforcer nos capacités parce qu'ils ont déjà une expérience en la matière. Ceux qui ont organisé des élections en 2016-2017 sont venus échanger avec nous sur cette question pour qu'on puisse, avec l'ensemble de nos médias, relever le défi d'élections transparentes, bien couvertes et bien encadrées par les médias et la régulation d'une manière générale. Est-ce à dire que c'est les radios et les télés seulement qui posent les problèmes dans le domaine de la régulation au Mali ou quels sont les médias qui vous posent le plus grand problème? Oui. Non, c'est vrai que les médias audiovisuels sont des médias chauds. Ils sont plus difficiles à contrôler ou à réguler que les médias froids qui sont la presse écrite. La presse écrite, on a encore du temps. D'abord, il faut un temps pour que ça sorte, alors que le média audiovisuel, c'est vite fait. C'est tout de suite, c'est l'image, des fois c'est en direct, ainsi de suite. Donc, il y a un encadrement, une préparation, une formation qui doivent être beaucoup plus pointues qu'avec la presse écrite, que nous régulons aussi, mais qui sont plus faciles à réguler que les médias chauds qui sont les médias audiovisuels. Ok, maintenant que vous venez de boucler quand même ces 3 jours d'atelier, alors qu'est-ce qui va changer concrètement en la matière pour les médias au Mali? Ce qui va changer, c'est ce que nous ferons ensemble. Nous avons imprimé cet atelier-là, c'était un atelier d'échange, un atelier de partage avec nos collègues qui sont déjà dans la régulation depuis et nous aussi leur dire un peu comment on est en train d'avancer. Après ce qu'on a échangé, les recommandations des uns et des autres, nous allons procéder à des ateliers nationaux aussi. Je rappelle au passage, comme c'est heureux que Bandigou soit sur le plateau, que des organisations professionnelles comme l'URTEL ont pu suivre pendant les 3 jours avec nous l'ensemble des interventions de nos collègues et de nous-mêmes sur les questions et les défis et les craintes que nous avons. Et sur ça, nous avons eu assez d'échanges, assez de recommandations et nous avons décidé d'une plateforme de mise en œuvre de toutes les recommandations que nous avons eues. Donc pour cela, on va faire des ateliers nationaux pour les partager le maximum possible avec nos médias nationaux pour qu'eux aussi puissent s'en imprimer le maximum et puissent s'outiller et s'armer pour relever les défis des élections que nous allons affronter en 2010. Donc c'est de manière en amont et de manière préventive que nous avons voulu organiser cet atelier qui va nous aider à décliner les ateliers nationaux aussi bien à Bamako qu'à l'intérieur. Et je crois que des gens comme Bandigou, des collègues comme Bandigou qui ont déjà suivi ça, peuvent être, comme ils l'ont été pour nous dans les ateliers d'imprégnation, en tout cas un levier qui va nous permettre de faire partager le maximum de la manière dont on entend faire les règles de monitoring, les règles de suivi, les règles d'encadrement et de contrôle du discours politique sur les médias pour que moins de violence, moins d'aspects crisogènes et conflictuels puissent émaner, surtout qu'on sorte d'une situation qui n'est pas des meilleures aujourd'hui pour notre pays. Ok, merci beaucoup Amé Cissé. J'informe les auditeurs que vous intervenez sur ce plateau depuis l'aéroport en partance pour un voyage et que d'un moment à l'autre vous pouvez quand même nous lâcher pour ce voyage. Alors, retour donc sur ce plateau d'Anté. Alors, on dit que les médias, parmi les médias qui posent les problèmes, il y a d'abord les médias chauds comme la radio et la télé. Alors, est-ce que vous partagez cet avis de Hamé?
Non, apparemment, il n'a pas dit que la radio et la télé posent problème. Il dit que c'est des médias chauds. Ça veut dire que c'est des médias qui se caractérisent par leur caractère rapide et parfois difficile à contrôler. Sinon, autant on constate des dérapages, malheureusement chez nous, les mêmes dérapages sont parfois constatés chez nos frères qui ont la plume. Donc, honnêtement, la radio et la télévision ne constituent pas fondamentalement les problèmes. Il y a des difficultés, tant du côté de la radio que du côté de la presse écrite. Mais seulement la particularité, c'est quoi? Nous avons une culture de l'oralité. Notre société est une culture de l'oralité. Et ceux qui ont accès à cette difficile science de l'écriture ne sont pas souvent nombreux. Et le plus souvent, quand les choses sont exprimées sous forme verbale ou en vidéo, ça intéresse plus que lorsque c'est écrit. Donc, dans ces cas, effectivement, les populations, quand on s'exprime dans leur langue, n'est-ce pas, et quand on voit l'image de la personne, ça crée plus d'effet que lorsque l'écriture est là. Je vous donne quelques exemples. Un journal peut passer une semaine entière à faire des écrits sur un sujet. Si l'écrit est relayé par les micros des radios, ça donne plus d'impact à la chose et ça produit plus d'effet. Malheureusement, souvent, c'est mal même interprété. C'est un sujet à part. Mais je pense que la radio et la télévision ont la particularité de toucher directement, n'est-ce pas, le Malien surtout. Et surtout quand ces médias sont exprimés dans la langue nationale. Ok, mais Amé vient tantôt de parler de ce qui a été fait en matière de régulation des médias quand même au Mali jusque-là. Alors, quelle est votre appréciation quand même sur ce parcours-là? Je pense que nous avons une certaine expérience de la notion de régulation. Parce que les régulations que nous avons vues jusqu'ici sont des situations d'autorégulation. Maintenant, qu'il y ait une structure créée avec un cadre juridique, légal, pour lui permettre d'aller à la régulation des médias, je pense que la HAC doit être la première illustration parfaite. Sinon, de l'autre côté, toujours les textes étaient inachevés. Maintenant, l'expérience que nous avons et que nous proposerons toujours à nos amis de la HAC et à tous les intervenants, c'est qu'on ne peut pas réguler un secteur sur la base d'éléments juridiques seulement ou sur la base des sanctions. La régulation est avant tout une interpellation individuelle et personnelle. Ça, c'est extrêmement important. Ce qui est très important, c'est déjà, ils ont pris une certaine avance, rien qu'en ayant l'idée d'organiser cette rencontre à l'approche des élections pour attirer l'attention des uns et des autres. Nous, organisations professionnelles, nous allons assumer toute notre part de responsabilité, n'est-ce pas, dans la sensibilisation, dans l'information. Mais je l'ai dit lors des rencontres et je continue à le dire, le cas malien est un cas particulier. Je revendique 400 radios, n'est-ce pas? La HAC est basée à ACI 2000. Et je ne crois pas que cette HAC ait aujourd'hui les moyens matériels, humains, lui permettant de contrôler l'ensemble de ces radios qui émettent. On va en venir aux outils de contrôle. Justement. Oui. Donc moi je pense que ce qui est très important, c'est la responsabilité de l'ensemble des acteurs médiatiques, notamment les responsables radio, les responsables télé, à chacun de jouer pleinement son rôle. Premier aspect. Deuxième aspect, il y a les administrations des médias, il y a les acteurs des médias. Parmi les acteurs des médias, nous avons, vous autres, journalistes, n'est-ce pas? Une administration a une difficulté. La difficulté de faire en sorte que la liberté d'expression du journaliste soit préservée, mais en conformité avec la ligne éditoriale de l'organe. Et en même temps, l'autre situation, comment concilier cette liberté du journaliste, n'est-ce pas, avec le respect d'un certain nombre de choses qui sont élémentaires. C'est là c'est ce qui fait le charme de la chose. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Retour donc sur ce plateau pour parler des régulations des médias en période électorale. En période électorale, la HAC peut-elle enfin réguler ces médias de façon indépendante et équitable au Mali? Alors, Chahana Takiou, quelle est votre appréciation quand même de tout ce qui a été fait jusque-là par rapport à la régulation des médias, vous au niveau du patronat de la presse? Merci beaucoup. Que vos auditeurs m'excusent parce que je suis un peu souffrant. Vous avez insisté pour que je participe, que je l'ai accepté. Prompt rétablissement. Donc, vraiment, merci beaucoup. Donc, cela dit, c'est vrai, je devrais participer à ce séminaire, mais j'étais à Casa, je n'ai pas pu, mais notre organisation a pu quand même participer à cela. J'ai dit la régulation, ce n'est pas seulement en période électorale ou préélectorale ou non. La régulation doit être permanente. Permanente. La HAC doit pouvoir réguler tous les jours. Ce n'est pas seulement en période préélectorale ou préélectorale. Que non. La régulation doit être permanente. La régulation, c'est quoi? Il s'agit seulement de respecter les règles déontologiques et éthiques de notre profession. Si l'on respecte ces règles-là, à tout moment, qu'est-ce qui nous empêche en période électorale de respecter ces règles-là? Qu'est-ce qui nous empêche? Encore qu'en période électorale, il y a beaucoup d'annonces. Les journalistes, que ce soit la radio ou la presse écrite, est obligé de préciser que c'est un public reportage ou bien sûr une annonce. Je pense que la régulation doit être permanente. On ne doit pas réguler par moment, par à-coup. Non. Il faudrait qu'on travaille pour que la régulation soit permanente tous les jours, que les textes régissant notre profession puissent être respectés de façon permanente. Ok, mais à votre avis, quels seront les outils qui seront mis à profit quand même pour faire évoluer la régulation des médias après cet atelier-là? Bon, je constate honnêtement qu'il y a une certaine injustice. On tente de réguler la télé et la radio, on laisse la presse écrite. C'est vrai, on a dit que ce sont des médias chauds. Oui, ce sont des médias chauds, mais ce qui se passe dans la presse écrite, c'est extraordinaire. C'est la presse écrite qui donne de la matière aux radios même. À 80-90%, c'est la presse écrite qui donne de la matière aux radios. Souvent, les radios savent pertinemment que telle ou telle autre information sont des informations douteuses. Mais pour faire mal ou à d'autres fins, elles prennent ces informations pour le publier, pour l'amplifier. Cela n'est pas du tout normal. Je pense que la régulation doit être une réalité au niveau de la presse écrite. J'ai dit que la presse écrite n'est pas du tout régulée, c'est pas normal. Ce qui est encore grave, c'est qu'on crée les journaux dans un désordre, on permet même aux étrangers de créer des journaux. Ce qui n'est pas normal si on voit l'esprit de la loi portant presse et délit de presse. On peut en revenir. Ok, d'accord. Mbaye Coulibaly, alors vous, en tant que syndicaliste des reporters du Mali, alors qu'est-ce que vous pensez du bien fondé quand même de ce thème, la régulation des médias en période électorale? Merci bien. Je voudrais faire une petite remarque. Mon nom c'est Mbaye Coulibaly, secrétaire général du syndicat national des journalistes reporters du Mali. Okay. Merci de m'avoir invité. Je voudrais quand même avant de commencer, faire une petite remarque. Malheureusement, en Afrique, les périodes électorales sont devenues des moments de tension. Moi, je me dis aujourd'hui, on doit travailler en sorte que ces moments d'élection soient des moments de fête. Électoral, oui. Je crois que c'est à cela aujourd'hui que nous devons s'adapter, faire en sorte que ces moments de changement soient des moments de fête. Parce que autant c'est un régime qui va, autant c'est un régime qui vient. Donc au lieu que vraiment qu'on aille sur le terrain de la confrontation, je pense qu'on doit aujourd'hui sensibiliser énormément pour que vraiment ces moments soient des moments de fête et qu'on sache c'est une personne qui va et c'est une équipe qui va et c'est une équipe qui vient. Ça c'est extrêmement important. Au lieu que nous basions que c'est des moments de tension, tout le monde en sait que vraiment c'est des moments de tension. Voilà, on crée ça déjà dans l'esprit des gens, quoi. Cela étant dit, je crois que la régulation, on l'a dit, c'est un élément assez important. Quelle qu'en soit, toute profession a besoin d'être réglementée.
c'est pas seulement la profession c'est pas seulement la profession de journalisme. Cela étant, je pense qu'au Mali, on a quand même commencé. Comme Dante l'a si bien dit, il y a la haute autorité de la communication qui est là, mais l'autorégulation est assez importante parce que c'est ça même la base du journalisme, que chaque ligne éditoriale soit respectée au sein de l'organe et que l'organe sache que voilà là où je ne dois pas aller, voilà ce que je ne dois pas faire en matière de communication. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, si on mettait un gendarme au niveau de chaque radio, je pense que ça ne résoudra pas de problème. Il faut que déjà on arrive à sensibiliser les gens à leur niveau, qu'ils mettent des éléments de régulation à leur niveau pour que franchement nous puissions réussir. Je pense qu'on a parlé du côté de la radio et des télévisions. On l'a si bien dit parce que là, l'information, quand on le donne, il vient tout de suite, on le publie tout de suite. Par exemple, contrairement à la presse écrite, où vraiment ça prend un peu de temps. Mais comme ça, on a bien sûr de le dire, souvent au Mali, principalement au Mali, la plupart de ces journaux-là, la plupart de ces radios se nourrissent de ce qui est dans les journaux. Donc ça veut dire que des deux côtés, quand même, il y a des efforts qui doivent faire, aussi bien dans la régulation des télévisions et des radios que dans la régulation de la presse écrite. Je pense que c'est vraiment un travail de fond qui doit être mené, mais il faut que ça commence d'abord au sein des organes. Mais vous, en tant que journaliste professionnel, alors est-ce que vous aviez une vision claire quand même des rapports entre le Comité national de légal accès aux médias d'État, la HAC, et l'organe d'autorégulation des médias au Mali? Bon, je crois que le comité légal accès aux médias d'État, je crois que c'était un organe qui travaillait seulement pendant les élections. Je crois même avec la création de la HAC, c'est un organe qui doit disparaître. En tout cas, c'est ça qu'on avait dit, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est ça qu'on a dit. Mais je pense que c'est important. C'est important. Bon, peut-être que là-bas, c'était de faire en sorte que, aussi bien au sein de télévision nationale, parce que c'était vraiment cet organe-là était pour les médias d'État. Il s'agit uniquement de l'essor et de l'ORTM, où les candidats devaient se présenter pour faire leur acte de candidature, faire en sorte que vraiment il y ait un accès équitable. Mais la HAC, c'est à un niveau beaucoup plus élargi. Là, c'est au niveau national. Mais est-ce que la HAC couvre maintenant les médias d'État? Mais bien sûr, la HAC couvre les médias d'État, je pense, parce que la haute autorité de la communication, c'est ça. Même quand un média public, un média d'État n'est pas en règle, la haute autorité doit intervenir. En tout cas, c'est mon avis. C'est pas ce que mon frère Dante pense. Bandico Dante, alors est-ce que, comme il a si bien dit, est-ce que le comité de légal accès aux médias d'État a signé sa disparition? Bon, comme c'est un organe constitutionnel, donc je pense que le Comité national de légal accès aux médias d'État, en tout cas, fondamentalement, ses prérogatives doivent revenir d'un moment ou l'autre à la HAC, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où il continue quand même d'exister, quels sont les rapports quand même avec la HAC et l'organe d'autorégulation? Pour le moment, c'est une collaboration intelligente et complémentaire qui doit obligatoirement exister entre la HAC et le Comité national de légal accès aux médias d'État jusqu'à ce qu'il y ait révision constitutionnelle pour que cette dimension, n'est-ce pas, de légal accès aux médias d'État soit prise en compte par la HAC, n'est-ce pas? Sinon, normalement, avec l'existence de cette structure, avec l'existence de la HAC, n'est-ce pas, le Comité national de légal accès aux médias d'État devrait disparaître. La HAC, elle a beau être animée de bonne foi pour réguler les radios en période électorale, elle travaillera naturellement avec les organisations professionnelles ou avec l'organisation professionnelle qui est l'URTEL. Parce que je le disais tantôt, la HAC est basée à CI 2000 et
elle n'a même pas les moyens de contrôler l'ensemble des radios qui émettent sur Bamako. Maintenant, s'il s'agit de contrôler ce que chaque radio fait dans les régions, dans les cercles et même dans les communes, vraiment le travail devient très compliqué. Mais pour le moment, ce qui est important pour nous, c'est la responsabilité des uns et des autres à s'engager dans la production et la diffusion de l'information en tenant compte des règles élémentaires de l'éthique et de la déontologie. Il y a des choses qui se faisaient hier, mais aujourd'hui, ce n'est plus tolérable. Ok. Alors, Chahana Takio, vous, au niveau du patronat de la presse, qu'est-ce que vous pensez qui va changer désormais quand même à partir de cet atelier qui vient de se boucler depuis hier? Bon, pour moi, rien ne changera. Hein. Et avant de répondre à ta question, je vais dire à Dante que l'égal accès aux médias d'État ne peut pas disparaître parce que la HAC existe. Non, l'égal accès aux médias d'État est d'émanation constitutionnelle. La HAC est d'émanation législative, c'est une loi. Donc pour le moment, je dis bien pour le moment, l'égal accès aux médias d'État a une supériorité dans le cadre de l'ordonnancement juridique, a une supériorité par rapport à la HAC. Ok, alors pourquoi les médias publics échappent-ils alors au contrôle de la HAC? Bon, je ne sais pas, il échappe ou pas, c'est que sûr, quand on parle de régulation dans ce pays, c'est toujours en période électorale. Alors que dans une bonne démocratie, une démocratie digne de ce nom, à tout moment, il doit avoir la régulation. L'égal accès ne régule que durant la période électorale pour partager les temps d'antenne. Non, on doit aller au-delà de ça aujourd'hui pour la vivacité de notre démocratie, pour vraiment une très belle image de notre démocratie. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Et puis bon, la HAC est venue se greffer à cette situation-là. Il y a une révision constitutionnelle qui a échoué, qui pourrait donner, peut-être faire disparaître l'égal accès aux médias d'État. Hélas, cela n'a pas eu lieu. Maintenant, pour répondre à votre question, je disais que ce séminaire ne changera rien pour nous, les médias, parce que ce sont les régulateurs de la francophonie de l'UMOA qui sont venus. C'est des organisations professionnelles qui ont été conduites, peut-être URTEL 1, peut-être ACEP 1, le patronat 1. Les journalistes n'ont pas été conduits à ce séminaire-là. Ce séminaire-là n'était pas destiné aux journalistes pour qu'ils puissent se remettre en cause ou apprendre quelque chose. Il faudrait que soit cela très clair. Est-ce que vous voyez? Il faudrait que cela soit très clair. Ce n'est pas un séminaire en direction des journalistes professionnels qui exercent tous les jours. C'est très clair. Donc pour moi, ce séminaire ne changera rien. Okay. Ça ne changera rien. Okay. Les gens vont continuer à travailler comme ils le font en ce moment. Okay. C'est très clair. Banyougou, une réaction? Je demande un peu de cohérence à mon frère Chahana. Il ne s'agit pas de dire sous une autre forme ce que l'autre a dit. Nous avons dit ici que le Comité national de l'égal accès aux médias d'État est constitutionnel et qu'à la longue, effectivement, ces deux structures ne devraient pas exister parce que ailleurs, n'est-ce pas, ces rôles appartiennent à la haute. Réguler les médias en ligne quand même en période, parce que tantôt Chahana disait qu'on a préféré prendre les médias chauds, mais à la date d'aujourd'hui il n'y a pas plus médias chauds que les médias en ligne. Oui, alors comment on va pouvoir les réguler? Est-ce qu'il y aura encore d'autres formations en direction de ces supports? Bon, mon ami, ça revient à ce que j'ai dit. Dans cette affaire-là, il est question des responsabilités individuelles et de la responsabilité des organisations professionnelles et des responsables des médias, n'est-ce pas? C'est là extrêmement important. Et il y a la loi sur la presse en ligne qui est en cours d'élaboration, doit être adoptée. Donc pour le moment, personne ne peut dire que voilà les cadres juridiques dans lesquels doit s'exercer cette activité des médias en ligne. Mais en l'absence des cadres juridiques, nous avons des éléments constitutifs de notre société qui sont des choses élémentaires. Le respect de la dignité de l'autre, la cohérence, la logique, la vérité et la manière d'exprimer cette vérité en tenant compte de la stabilité et de la quiétude des populations. C'est là extrêmement important. Donc je pense que la meilleure forme de régulation qui puisse exister aujourd'hui chez nous, comme je le disais, les outils de la régulation, c'est les fondamentaux de notre société. N'est-ce pas? Oui. On est malien avant d'être journaliste. Et on est être humain
avant d'avoir ce droit à l'information. Mais ce droit à l'information doit s'exercer en tenant compte de la sacralisation de la personne humaine. Et moi, je pense que si chacun savait respecter l'autre, si chacun savait que je dois donner l'information en tenant compte de certaines dimensions humaines et même spirituelles, je pense que ça éviterait des choses regrettables. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour donc sur ce plateau sur le grand dialogue sur le thème la régulation des médias en période électorale avec nos invités Bandjougou Dante, président de l'URTEL, Mbaye Coulibaly, secrétaire général du syndicat national des reporters du Mali, Chahana Takiou, président de l'association des patrons de presse du Mali, et je crois que Hamid Sissé, la haute autorité de la communication, nous a lâché parce qu'il est en instance de voyage présentement. Alors, Mbaye Coulibaly, alors, comment vous voyez la régulation des médias en ligne déjà en cette période, avant la période électorale? Bon, je crois qu'elle est autant difficile que les autres médias. Parce que vous savez, c'est vrai qu'à la radio, bon, c'est plus rapide, mais comme vous l'avez si bien dit, les médias en ligne encore sont beaucoup plus rapides que les radios aussi, malheureusement. Ça revient à ce que je dis. Il faut que vraiment on essaye, on arrive à vraiment à instruire. Et on sait que le journalisme est une profession et le journalisme a ses règles. Aujourd'hui, chacun des acteurs de cette initiative, qui est la presse en ligne, notamment les blogueurs, les utilisateurs des réseaux sociaux, Facebook ou WhatsApp, il faut qu'on arrive vraiment à les sensibiliser. Je pense que la rencontre de Bamako était de faire en sorte que les autres régulateurs puissent donner des directives, puissent aider les régulateurs maliens à les donner des directives en fonction de leurs expériences. Et je pense que le régulateur malien, lui aussi, descendra. Parce que c'est bien vrai que cette formation a été destinée aux régulateurs, mais elle doit descendre maintenant au niveau des journalistes eux-mêmes. Comme Chahana a dit, ça c'est extrêmement important parce que c'est là-bas qu'on aura des résultats. Sensibiliser l'ensemble des acteurs qui, comme on le dit, ont la main à perdre, qui quotidiennement sont dans ces réseaux sociaux-là. Donc, tant que ce travail n'est pas fait, ça sera extrêmement difficile. Et je pense que la manière dont j'ai vu que la HAC a pris bras le corps ce travail-là, je pense qu'ils vont descendre à ce niveau-là. Je pense que les médias, aussi bien les médias en ligne que les médias radio, les médias au niveau des radios, je pense que c'est le travail de fond qui doit être mené. Et tenter une réaction? Oui, effectivement, il l'a dit, c'est des ateliers nationaux qui sont prévus. Et comme il l'a dit, c'était des directives ici. Maintenant, cette fois-ci, la HAC, en collaboration avec les acteurs nationaux, procédera à l'organisation d'ateliers nationaux, lesquels ateliers seront aussi des ateliers d'information et de sensibilisation des acteurs. Ok. Alors, Chahana Takiou, alors nous savons que les publications satiriques, quand même, ils font quand même vraiment beaucoup de bouquins ailleurs. Et on a vu le cas de Charlie Hebdo. Alors, dans notre pays, quelles pourront être les limites tolérables quand même pour ces publications satiriques? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire à mon jeune frère Dante qu'il a utilisé un mot peu élégant à mon endroit en disant qu'il y a une cohérence. Le problème, c'est que toi, tu te situes dans le futur. Moi, je suis dans le présent. L'égal accès aux médias d'État aujourd'hui, c'est l'égal accès aux médias qui est constitutionnel. Oui, mais est-ce qu'on peut... accès aux médias d'État qui donne la régulation concernant les médias d'État. Okay. Donc, en période électorale, celui qui émane d'une loi constitutionnelle et celui qui émane législative, il y a quand même l'ordonnancement juridique. Donc, il n'y a aucune incohérence. Je te le rappelle. Bon, d'accord. Est-ce qu'on peut aller avec notre question? Oui. Maintenant, avant votre question,
Est-ce que vous voyez? Oui. Et rappelle-moi votre question. La question, c'est les limites tolérables pour les publications satiriques. Bon, il n'y a pas question de publication satirique, publication informative. Non, c'est les mêmes règles qui régissent l'ensemble de la profession. La satire, il faut culture, il faut de la culture. Tu dis des choses en faisant rire les gens, tu le dis de la plus belle manière. Non, il ne peut pas avoir une règle d'éthique et déontologique pour les satiriques et une autre règle pour les autres. Non, la presse est régie par les mêmes règles. Alors, Dante, votre... Vous ne m'avez pas trop les journaux en ligne. Les journaux en ligne font trop de mal. Est-ce que vous voyez? Les mêmes règles qui existent pour la presse devraient exister avec peut-être une certaine variante pour les journaux en ligne. Il faudrait qu'il y ait des règles pour tous les journalistes, tous ceux qui sont censés informer l'opinion nationale et internationale. Il faut qu'il y ait des règles claires, précises. C'est très clair, sans ambiguïté. Ok, d'accord. Sans ambiguïté. Ok, merci Takiou. Alors Dante, qu'est-ce que vous pensez quand même des publications satiriques? Quelles sont les limites tolérables quand même pour ces publications-là? Bon, moi je crois que toute publication a pour objectif d'informer des populations et quand on informe, il faut informer utile. Maintenant, quand il s'agit de nuire, comme certaines presses le font, comme Charlie Hebdo, moi je l'ai dit ouvertement, il y a certaines publications qui ont trait à la dignité, à la religion des gens. Je ne serai pas Charlie dans ces conditions. Maintenant, ce que moi je pense, les limites tolérables doivent être fixées par nos valeurs sociales. Il y a des choses qui sont en réalité sous d'autres cieux, qui ne sont pas en réalité chez nous, qui ne seront pas en réalité chez nous et qui ne devront pas être en réalité chez nous. Donc je pense que les gens peuvent faire des publications satiriques, des gens peuvent faire des caricatures, n'est-ce pas? Et ça peut même être des caricatures théâtrales. Mais chez nous, il ne s'agit pas de caricaturer. Il y a des choses à ne pas caricaturer. Alors, ça nous ramène à la question quand même d'infos sensibles. Alors, qu'est-ce qui rentre dans le cadre d'informations sensibles? Nous faisons cas quand même au cas Rasbach et autres qu'on a vécu quand même ici au Mali où vraiment ça a posé problème à un moment donné. Je pense que l'URTEL même est intervenu. Qu'est-ce que vous pensez de ces cadres-là? Jusqu'où une information devient sensible. Moi, je pense que la notion d'information sensible doit avoir un sens et un contenu. La sensibilité de l'information, c'est par rapport à quoi? Par rapport à l'individu, par rapport à l'État ou par rapport à quoi? Moi, je pense que c'est à travers ça qu'on peut savoir telle information est sensible ou telle information n'est pas sensible. Maintenant, si une information est en rapport avec des questions de sécurité, et si la livraison de cette information peut même déranger les dispositifs sécuritaires d'un pays, l'information devient en ce moment sécuritaire et le doit se retenir de donner de telles informations. Maintenant, s'il y a une information qui, dans son contenu, peut déstabiliser des familles, peut déstabiliser des villes, n'est-ce pas, l'information devient en ce moment sensible. Mais tout cela revient encore au refrain que j'ai utilisé ici ce matin. La bonne éducation doit nous imposer certaines conduites qui n'ont absolument rien à voir avec nos valeurs fondamentales. Je suis un partisan de la liberté d'expression. Je suis un partisan du droit et du devoir d'informer et d'être informé. Mais je reste profondément enraciné en nos valeurs culturelles qui ne doivent pas disparaître si nous ne voulons pas être comme l'autre. Ok. Alors, Mbaye Coulibaly, alors vous, au niveau du syndicat des journalistes, des reporters, alors que dites-vous à propos quand même des publications satiriques? Bon, comme on vient de le dire, les publications satiriques, en fait, c'est de l'information. Mais c'est de l'information rapportée sous forme comique ou sous forme humoristique. Mon frère l'a dit, c'est une forme un volet du journalisme aussi. Donc ça doit être réglé autant les journalistes qui écrivent.
Donc, comme on l'a si bien dit, il ne doit pas avoir de différence. Moi, je pense que mon frère Dante l'a dit, c'est extrêmement important. Dans d'autres aussi, on peut caricaturer tout ou faire tout de l'humour. Dans notre pays, ce n'est pas acceptable. Tu vois, donc, ça veut dire qu'on a quand même des valeurs sociales qu'on doit nous aussi préserver. Par exemple, un président de la République, on peut, dans d'autres aussi, on peut le caricaturer de façon, mais chez nous, c'est notre valeur sociale, parce que c'est un chef qui doit être respecté par tout le monde. Donc il y a certains, peut-être qu'on peut le caricaturer jusqu'à une certaine limite, ou ne pas le caricaturer même. Donc ça veut dire que c'est extrêmement important, nous devons mettre en avant nos valeurs pour éviter certaines situations. C'est extrêmement important. D'accord. Ok, rapidement, Bandjougou Dante, où en sommes-nous avec la régularisation des radios privées au Mali et les dossiers des télévisions privées? Parce qu'on a tantôt signalé. Oui. En ce qui concerne le dossier des télés, là, je préfère ne pas me prononcer là-dessus parce que je crois qu'il y a un processus qui est en cours. On peut faire confiance à ceux qui ont la gestion de ce dossier jusqu'à la conclusion. Maintenant, pour ce qui concerne la régularisation des radios au Mali, malheureusement, c'est un sujet qui est très mal compris par les gens. Honnêtement, pendant longtemps, les radios ont existé avec des documents administratifs, qui sont les arrêtés interministériels pour certains et pour d'autres, les autorisations provisoires. L'ensemble de ces documents, pour l'ensemble des radios, doivent devenir caducs avec la création de la HAC. Et on doit aller avec ce qu'on appelle la mise en conformité. En quoi consiste la mise en conformité? Avec la HAC, par rapport aux modalités de cette mise en conformité. Celles qui doivent devenir associatives ou celles qui doivent devenir commerciales. Mais sinon, aujourd'hui, il est impropre de dire telle radio est légale, telle radio est illégale. Même les radios qui ont une existence juridique et administrative légale, notamment avec les arrêtés et avec les autorisations provisoires délivrées par l'administrateur, n'est-ce pas? Tous ces documents sont appelés à disparaître dans les prochains jours, notamment avec la mise en conformité. Chaque radio doit désormais être dans la conformité avec la nouvelle réglementation qui est là. Maintenant, pour celles qui n'avaient pas de papiers, qui ont fait l'objet de beaucoup d'encre et de salive qui ont été fermées par la HAC, on ne va pas remuer les anciennes plaies, et nous pensons que chacun a eu une lecture, croyant avoir raison. Mais je pense que ce qui est fait, les uns et les autres vont assumer ce qui a été fait. Ok, d'accord. Régulation des médias en période électorale, la HAC peut-elle enfin réguler ces médias de façon indépendante et équitable au Mali? Nous disons merci à nos invités, Bandjougou Dante, président de l'URTEL, Mbaye Koulibaly, secrétaire général du syndicat national des reporters du Mali, Chahana Takiou, président de l'association des patrons de presse au Mali, Hamey Sissé, membre de la haute autorité de la communication. Alors nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 ou 75 84 12. Ce débat a été réalisé par Ibrahim Aran Diallo et mis en onde par Sedumbo. La régie vidéo était assurée par Mamadou Ouattara et je suis Aliou Sidibé à la présentation. À la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand